Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de l'émission Auto Hebdo, la 25e déjà, on atteint le quart de siècle. Bon, on n'en fait pas une par an, mais vous aurez compris l'idée de toute façon. On va parler MotoGP aujourd'hui, il y a eu le Grand Prix de Thaïlande qui a ouvert la saison du côté du circuit de Buriram, la victoire de Marco Bezzecchi lors du Grand Prix de dimanche. On en parlera donc évidemment aussi des déboires de Ducati et notamment de Marc Marquez. On retrouvera Valentin Glo qui lui s'est baladé un petit peu la semaine dernière aux présentations Peugeot et Ferrari dans le championnat du monde d'endurance. On ira donc le rejoindre à Modène et à Paris pour avoir également les impressions, notamment d'Antonio Giovinazzi et de Loïc Duval. On consacrera évidemment une large page au début de la saison du championnat du monde de Formule 1, car oui, ça commence ce week-end avec le Grand Prix d'Australie. On retrouvera notamment Esteban Ocon qui nous avait accordé une interview avant les essais de Bahreïn et vos traditionnels enjeux du week-end. Et enfin, on terminera avec les résultats de ce qui s'est passé ce week-end comme d'habitude. Bonjour Mathieu, bonjour Cyprien, comment ça va ? Salut Michael, écoute, ça va très bien, c'est semaine de course, ça y est, on peut le dire officiellement, donc on est forcément ravis, on va en parler de ça et du reste forcément avec grand plaisir. Exactement, on est ravis que la F1 reprenne enfin, et puis la saison globalement reprend. On a eu un beau week-end de MotoGP, beau week-end d'IndyCar, tout est super. Pensez que c'est quand même la 25e émission que nous faisons et c'est la première fois qu'on va parler d'IndyCar dedans. C'est quand même assez fabuleux puisque la saison précédente s'est terminée il y a 6 mois. Mais on en parlera tout à l'heure de ça, passons tout de suite au MotoGP. Et en MotoGP, un Espagnol est en tête du championnat. Bon, bah évidemment, voilà, un Marco... Eh ben non, Pedro Acosta, qui mène le championnat du monde de MotoGP pour la première fois de sa carrière, lui qui a remporté le sprint samedi, dans des conditions sur lesquelles on va revenir évidemment un petit peu houleuses, disons-le, et qui a terminé deuxième du Grand Prix le dimanche, qui lui permet de mener le championnat. Cyprien, enfin cette première victoire, même s'il l'a dit lui-même, c'est pas vraiment la façon dont il aurait aimé gagner une course. Oui, en plus c'est une course sprint, donc je pense que Pedro Acosta il attend sa vraie première victoire et il l'a dit lui-même qu'il se sentait en effet pas trop vainqueur. Globalement, pour revenir sur ce que tu disais, Pedro Acosta leader du championnat après la Thaïlande, on l'avait quand même pas franchement vu venir. Il a fait un excellent week-end, on le savait, on l'avait vu évidemment déjà depuis ses débuts en MotoGP, même avant en Moto2, mais même en fin d'année dernière qu'il était très très fort, qu'il était régulier, capable d'être sur le podium. Il a aussi gommé quelques petits défauts de jeunesse qu'il avait, petits défauts aussi d'inexpérience où il avait tendance à beaucoup chuter, tendance à pas tenir les pneus sur la durée d'une course. Et hier, c'était ça aussi qui était intéressant à voir sur le Grand Prix, c'est que finalement, c'est lui qui a réussi à mieux gérer ses pneus que Raúl Fernandez devant lui et qui a réussi à revenir en fin de course. Alors que d'habitude, Pedro Acosta, c'est plutôt le roi des premières parties de course et qui a plutôt tendance à s'écrouler après. Donc, excellent week-end de sa part. Et encore une fois, il faut aussi comparer avec les autres pilotes KTM. C'était très très compliqué pour notamment chez Tech 3. C'était pas brillant pour Brad Binder non plus. Oh, c'était pas mal. Enfin, 8ème, oui, c'est dans le match. 8ème, mais on va en reparler. Il y a quand même eu l'abandon de Marquez, la chute d'Alex Marquez. Il y a eu quand même tout un éventail de choses qui se sont passées devant lui. Les problèmes de Joan Mir aussi. Il était plutôt autour de la 10-11e place. Ça fait quand même tâche, entre guillemets, quand son coéquipier est deuxième. Donc, très très bon week-end de Pedro Acosta. Ouais, c'est ça, non, puis là, voilà, il a aussi dit que la moto a bien évolué, donc ça c'est aussi une bonne chose. Maintenant, celui qu'on attendait plus, Mathieu, c'était forcément Marco Bezzecchi, qui a gagné les 2 derniers Grands Prix de la saison 2025 et le premier donc de la saison 2026, puis il est tombé dans le deuxième tour du sprint. Ouais. C'était quand même inattendu. Il va falloir qu'il fasse attention, Marco Bezzecchi, parce que c'est typiquement ce genre d'erreur qui peut lui coûter cher à la fin des championnats quand on comptera les points. Effectivement, il était parti pour faire, sur le plan théorique, un week-end parfait. S'il tombait pas, c'était le favori pour gagner et le sprint et le Grand Prix. Le fait est que effectivement il est tombé sur une erreur qui lui incombe en l'occurrence parce qu'il aurait pu être dans cette bataille, ça aurait pu être une super bataille à 3 d'ailleurs pendant le sprint, c'était une super course mais elle aurait pu être encore meilleure si Marco Bezzecchi n'était pas tombé. Bon, effectivement pour l'instant c'est le favori du côté de Ducati, on le dit. Non, nous on n'a pas raté notre week-end. C'est Aprilia qui a fait quelque chose de formidable. Donc Bezzecchi pour l'instant garde son statut de favori, du moins sur la première partie de saison par rapport à ce qu'on a vu et par rapport aux évolutions d'Aprilia dont on a parlé. En revanche, voilà, comme je dis, il va falloir qu'il soit très attentif parce qu'en termes d'agressivité, on voit quand même un Marc Marquez qui demeurera le roi, si je puis dire, en son royaume, quelque part. Et puis Pedro Acosta qui, s'il continue à être suffisamment régulier comme ça, va quelque part grappiller les 2e places, en tout cas les podiums, pourrait lui suffire à mettre la pression et à profiter, si on peut dire, des erreurs des uns et des autres. Et puis Marco Bezzecchi, il a une trajectoire qui me rappelle un peu moi celle de Pecco Bagnaia en 2024, quand Martin est champion du monde. Bagnaia, il fait beaucoup d'erreurs de ce genre-là, il tombe. Mais Martin aussi d'ailleurs le fait l'année d'avant, c'est assez marrant. Ils avaient tous les deux tendance à faire un peu ça chacun leur tour, à tomber alors qu'ils étaient seuls en tête. Bezzecchi, j'ai l'impression qu'il a encore un peu ces petits défauts qui sont aussi pour moi normaux quand on se bat pour la première fois
pour ces objectifs-là. C'est-à-dire que Bezzecchi, certes, c'est un pilote qu'on commence à connaître, qui est là depuis 4 ans maintenant, qui a déjà gagné des courses, mais il n'a jamais eu l'étiquette de favori comme il peut l'avoir maintenant, ou en tout cas, moi je le considère pas comme favori, mais comme vrai outsider et principal outsider. Pour moi, c'est aujourd'hui le principal rival de Marc Marquez, même devant Alex et devant Pecco. Ah bah de toute façon, quand on voit que les 4 Aprilia étaient dans le top 5 sur la course de dimanche, parce qu'on salue la performance de Marco Bezzecchi, mais Raúl Fernandez fait 2 podiums, Jorge Martin fait un week-end qui franchement est excellent compte tenu du fait qu'il revient de blessures, en tout cas d'opérations consécutives à ses blessures de l'an dernier. Il l'a dit, il se sentait pas non plus super à l'aise sur le fait de faire un Grand Prix, il l'a fait sans problème. Et Ayogura, déçu de son week-end alors qu'il est 5e dans le top 5. Donc ça prouve que chez Aprilia, on veut aller chercher plus haut, on a envie, on a faim, et on a surtout très bien développé la machine, alors que chez Ducati, on va être assez honnête, Marc Marquez est toujours pas très content de sa machine. Bon, il arrive à faire un bon résultat le samedi, même si à cette pénalité où il doit laisser passer Acosta après l'avoir un petit peu poussé en dehors de la piste. Et le dimanche, il crève là sur un incident qui est complètement hors de sa faute, c'est-à-dire qu'il est sorti de la piste et en passant en fait sur le vibreur pour quitter le circuit, ça a endommagé sa jambe, ce qui a fait que le pneu a directement déchappé. Il a dit c'est quand même incroyable de tomber là-dessus, alors qu'il s'est dit il était en train de tomber en fait, il perdait un peu l'avant, il s'est dit hop, je vais sécuriser le truc, je relève la moto et je pars au large. Et c'est ce qui fait qu'il doit abandonner. Donc ça c'est quand même assez dommage. Mais à part ça, Bagnaia était encore une fois un petit peu aux abonnés absents. Chez VR46, on n'a pas non plus été extrêmement ravis de la moto. Didier Antonio a trouvé qu'il n'a pas fait un mauvais week-end. Alex Marquez n'a pas non plus été très heureux. Il a été très discret. Il sort un petit peu Didier Antonio sur la première course. Donc, pas terrible, pas aussi terrible qu'on aurait pu le croire, en tout cas chez Ducati. Non, pas top chez Ducati. On s'attendait à mieux, évidemment, quand on voit la domination écrasante qu'ils ont ces dernières années, ces derniers mois même. On pensait que ça allait continuer. Ou qu'en tout cas, on aurait quand même plusieurs Ducati aux avant-postes. On savait encore qu'Aprilia allait être à l'aise. Par exemple, Aprilia, pour reparler rapidement de ce que tu disais, je nuance aussi leurs résultats. C'est en effet très beau d'avoir 4 motos dans le top 5. C'est pour moi autant dû au problème de Ducati qu'à la spécificité du circuit qui leur convient. On sait que la RSGP d'Aprilia, elle a 10 circuits où elle fonctionne très bien. On l'a vu déjà les années précédentes, quand c'était Vignales et Espargaro, ils arrivaient des fois à faire des doublés, alors que la course d'après, ils étaient 15 et 16. Donc, on attend de voir sur d'autres circuits ce que ça donnera. Pour Ducati, ça va être pareil. On va attendre de voir sur d'autres circuits ce que ça donne, mais pour le moment, c'est quand même pas très rassurant. Parce que même à la régulière, avant l'abandon de Marquez, avant la chute d'Alex, on n'était quand même pas sur un très bon week-end de leur part. Même Marc, quand même, son début de Grand Prix, il se fait dépasser, il se retrouve rapidement 5e. Quoi. Oui, il n'a pas été dans le match dès le début. Alors qu'il est 2e au premier virage quand même. Donc, après, il se fait dépasser par les pilotes Aprilia. Alors certes, lui, il n'est pas à 100% de ses capacités physiques, mais par exemple, un Pecco Bagnaia, il nous a dit pendant tout l'hiver que ça y est, il avait reset, il repartait à zéro, il a une nouvelle moto aussi, il a la GP26, on a senti l'an dernier que la GP25 ne lui convenait pas. La GP26, pour le moment, elle n'a pas l'air de lui convenir énormément non plus. Ouais. Donc, c'est assez inquiétant chez Ducati, mais tant mieux pour le spectacle, je vais dire. Parce que c'est vrai que ça pouvait être lassant, l'hyper-domination des Ducati ces dernières années. Et si on a un autre constructeur, voire 2, avec KTM, voire 3 avec Honda, qui peuvent se mêler à la lutte, tant mieux. Et encore une fois, un Marc Marquez avec une moto un peu en dedans, on l'a dit la semaine dernière, peut quand même lutter pour le championnat. Bien sûr, oui. Comme tu dis, tant mieux pour le suspense, parce que oui, bien sûr que Marc va quand même rester dans la course et dans les premières places. On l'a vu déjà ce week-end. On n'est pas à l'abri de vous parler après 4 victoires de suite de Marc Marquez d'ici 5 semaines. Ça va, c'est toujours dans de l'ordre du possible, surtout que le prochain Grand Prix c'est au Brésil, un circuit que personne ne connaît. Donc ce sera un retour à zéro pour tout le monde. Tu parlais rapidement de Honda, relativement bon week-end. Dommage pour Joan Mir qui a connu un problème mécanique lors du Grand Prix, mais sinon Marini, Zarco, roulé dans le top 10 qui était plutôt attendu et qui était objectif souhaité en tout cas par Honda. Hugo Moreira qui fait des bons débuts, le pilote brésilien, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit aussi bon. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse aussi côté français, c'est malheureusement Fabio Quartararo et Yamaha. Autant dire qu'évidemment, c'est le début du développement du V4, il n'y a pas de souci, on va leur accorder une période de grâce. Mais là, c'était vraiment les derniers. De toute façon, il n'y avait pas d'autre choix. Ils étaient avec la moins bonne machine. Fabio Quartararo a lancé 2 lignes laconiques dans un communiqué, ce qui prouve que le Niçois n'est quand même pas très content de ce qui s'est passé, à mon avis. C'est sûr que ce qui est un peu inquiétant, en plus chez Yamaha, selon moi, c'est quand même la décision qui a été prise de ne pas laisser les pilotes aller s'exprimer devant la presse après la course. En effet, tu l'as dit, ils ont besoin de temps pour ce nouveau V4, ce nouveau projet. Par contre, le fait qu'ils refusent d'aller parler aux médias,
ça montre bien que je pense que même eux sont quand même pas là où ils s'attendaient à être. Ils s'attendaient pas à être tout de suite dans la lutte pour les victoires. Maintenant, à un moment, ils étaient 17, 18, 19, 20. C'était tous les quatre. Oui, les quatre étaient ensemble. Quasiment 4 dernières places. Et derrière, il y avait Michele Piero, qui est pilote d'essai Ducati, qui est remplace terminal de guerre, donc forcément qui est un peu largué, et Maverick Viñales, qui a eu un week-end très très compliqué. C'est quand même très très dur de voir les Yamaha à ce niveau-là. On se souvient que c'est quand même un constructeur qui a gagné le titre en 2021 avec Fabio Quartararo, et ça semble aujourd'hui très très loin. Et pour le français, on sent que de toute façon, maintenant, la décision est prise. Il fait plus confiance à Yamaha et il va partir. Et malheureusement, c'est logique. La décision est prise. Il est trop tôt pour prendre une décision, mais la décision est prise. c'est ce qu'il faut. Mais il l'a annoncé déjà. Il a annoncé que sa décision était prise. Ah oui. Ah, mais ce qui est bien, c'est que tout le monde a annoncé qu'ils ont tous pris une décision. Personne n'a rien annoncé pour l'instant. Je sais pas ce qu'ils attendent. Apparemment, ça va nous donner du grain à moudre sur les émissions. Voilà, c'est ça, voilà. Ils voulaient pas qu'on ait tout dans la même émission et je les remercie. On pourra parler de la signature de Bagnaia chez Aprilia, de Martin chez Yamaha, de tout ça plus tard. Non, mais pour terminer sur Yamaha, bien sûr que le projet est un projet long terme. En revanche, Quartararo, lui, n'a pas forcément le temps d'attendre que pendant des années le V4 se développe, que pendant des années Yamaha maîtrise cette technologie. Donc, d'où la décision, évidemment, de partir. Le temps, on n'a pas le temps pour le temps, comme dirait Thierry Henry. C'est vrai, c'est beau. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette partie MotoGP. C'est au moins, voilà, c'est bien de terminer sur une phrase comme ça qui fait foi et qui est très importante. On va partir dans quelques instants et parler endurance avec Valentin Glo. Et on va retrouver justement Valentin Glo au musée Ferrari, où il était donc pour la présentation Ferrari. Ça tombe bien, notre équipe n'est pas venue, c'est bien Ferrari qui est resté à la maison. Il était notamment avec Antonello Coletta, qui est le chef de ce projet Endurance. Et puis juste après, vous le verrez, notamment à Paris, avec la présentation Peugeot. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici au musée Enzo Ferrari à Modène, où Ferrari vient de présenter sa livrée pour la saison 2026 championnat du monde d'endurance. Et nous sommes avec Antonello Coletta. Bonjour Antonello. Bonjour à vous. Pouvez-vous nous présenter cette nouvelle livrée pour cette saison? Il a changé pas beaucoup, mais la chose la plus importante, c'est les irides dans les verts, que c'est la testimoniance que nous avons gagné le championnat du monde, les couronnes des trois pilotes qui ont gagné les titres des pilotes même, et nous avons changé un peu juste les lignes. C'est plus simple probablement que l'année passée, mais tout à fait, il va maintenir l'esprit de la livrée de Ferrari que nous avons vu au début de l'E23. Comment on prépare une nouvelle saison alors qu'on a déjà tout gagné? Vous êtes champion du monde, vous avez déjà gagné le Mans 3 fois. Est-ce que c'est difficile de garder la même motivation des troupes? Alors c'est clair qu'après une saison mémorable, aussi les 25, c'est pas facile de faire quelque chose égal. Mais pour définition, nous sommes là pour gagner. Donc, tous les efforts que nous allons en mettre sur les circuits. Et donc, les bouts, c'est les mêmes. Non? Nous voulons confirmer les bons résultats que nous avons faits l'année passée. C'est clair que c'est un rêve de gagner les mêmes courses ou les mêmes championnats, mais nous partons pour gagner. Donc, je vais répéter, le but c'est là et nous allons regarder ce que nous pouvons faire, mais les efforts c'est très grand, très fort et la concentration c'est vraiment au 100%. On voit que la concurrence s'organise avec des évolutions chez différents constructeurs. Alors, ce n'est pas le cas chez vous, mais est-ce qu'on peut s'attendre dans le futur à certaines évolutions, voire à une nouvelle voiture? Alors, je pense que le 2026 sera une saison de changement. Parce que nous sommes retournés tout dans le tunnel de Wind, dans les États-Unis. Donc, pour le LMDH était en confirmation, pour le LMH en novité. Donc, nous avons changé la map aérodynamique de toutes les voitures. Il y a un repositionnement des voitures même. Et je pense que nous devons attendre le Qatar et probablement Imola et Spa pour comprendre vraiment les nouveaux positionnements de toutes les voitures. Ferrari n'a pas changé rien. Nous sommes avec les mêmes configurations des autres saisons. C'est clair qu'il retourné dans le tunnel de Wind. Il a demandé de faire quelques ajustements, mais ce sont des petites choses. Par contre, il y a des autres constructeurs qui ont fait des changements plus importants. On se vendu beaucoup de jokers. Donc, c'est clair que nous devons respecter et nous sommes
les adversaires et nous sommes sûrs que la bataille sera vraiment très, très forte, mais nous savons comment nous devons faire. Et donc j'espère que tout le monde travaillera très bien, les pilotes sont prêts et comme je dis, nous devons attendre les premières courses. Alors, ça ne nous dit pas si vous estimez avoir besoin d'évolution, vous envisagez des évolutions ou une nouvelle voiture dans le futur. Oui, mais je pense qu'il sera très important de comprendre le 2006 pour éventuellement faire quelque chose pour le 2027. Non? Et donc c'est là que nous devons poser l'attention. Après Antonello Coletta, nous sommes maintenant avec Antonio Giovinazzi, pilote de la Ferrari numéro 51 et champion du monde en titre. Antonio, you're defending your title this year or you're approaching this new season? Yeah, it will be an intense year for sure. You know, we are the world champion now, running world champion. So the pressure is on us, but the good pressure, let's say. For me, I'm really motivated. We are really motivated to repeat what we did so far. You know, we have a fast car, a good team, a winner team. So yeah, nothing we can just do mistake. For the rest, I think we have everything to try to win again Le Mans, try to win again. The World Championship will be not easy, but is our main goal. Why you have no choice to have the number one of the car for this year? To be honest, I would like. Yes? I would like. Then, for some reason, we decided to keep the 51. You know, 51 for us is a special number. You know, the first number that won Le Mans after so many years. The first number that won the title after so many years. For the Endurance Championship, is they won with James and Alex many championships, many races. So. Is important number for the team, and so we decided to keep. Do you prefer to win the title again or Le Mans again? Both of them. This is what we miss. We won Le Mans in 23. We won the title in 2025. It would be good to have the combination 1 year. I know you're a big cycling fan. You're riding a lot, and I see we have the rainbow stripes like in cycling. It was your idea? No, but I really love. When I saw for the first time, I felt like Pogacar now, with the rainbow T-shirt is nice. It's a signal that you are a world champion. You are the guy to beat in this season, and it's nice to have. No, you're a father since recently, since last year. Yeah. Is it change the approach of your career or not? No, it's just a better life for me. It's just when I wake up and I see my daughter, it's something really nice. Nothing is like this, and it's nice to. That she's young, for sure she's small now, but when she will understand, hopefully I will still be racing and she will follow and watch the dad in TV, so it's nice. Après Ferrari à Modène hier, nous sommes à Paris aujourd'hui pour la révélation de la livrée 2026 de Peugeot et nous sommes avec un vainqueur des 24 heures du Mans, monsieur Loïc Duval. Bonjour Loïc. Bonjour. Première question, comment ça va Loïc? Ça va bien. Est-ce qu'il fait aussi beau qu'à Modène? Alors il fait plus beau qu'à Modène. Eh ben voilà. Ouais, comme quoi, il vaut mieux venir à Paris. Ouais, fait. Et justement cette livrée, qu'est-ce que tu en penses? Une belle livrée rouge, ça change de la livrée de l'année dernière? Ouais, ça change. Je pense que la dynamique est plutôt sympa de la livrée. Moi, j'aime bien les couleurs. Le blanc, noir et rouge, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Il y a une histoire aussi par rapport à Peugeot, aux années GTI. Enfin voilà, à ce logo. Donc c'est pour ça qu'on retrouve le rouge. Ça c'est plutôt cool. Après, là on la voit statique. Il faut la voir en mouvement, au milieu d'un peloton, etc. C'est toujours un petit peu différent, mais pour le moment, ça a l'air sympa. Bon, comment tu as préparé cette nouvelle saison et avec l'équipe, comment vous avez préparé cette saison 2026? Ça a été assez calme jusqu'à présent. Il y a eu quand même beaucoup de travail, je dirais, dans les bureaux. Nous, les pilotes, on a été un petit peu plus tranquilles. On va commencer à travailler vraiment sérieusement à partir de la semaine prochaine. On a hâte d'être dans la voiture et puis on a hâte aussi d'intégrer un petit peu toutes ces nouvelles personnes. Enfin, des nouveaux pilotes qui sont là. Au niveau technique, on a aussi du monde qui est présent et puis se préparer au mieux pour cette nouvelle saison en espérant qu'on ait une continuité par rapport à la fin de 2025. Un des défis cette année, ce sera peut-être les nouveaux pneus Michelin, catégorie Hypercar. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu en attends? Je pense que c'est le défi principal. On va avoir des petites évolutions sur les voitures, mais pas grand-chose. Alors, il y a d'autres équipes qui ont utilisé des jokers, qui ont un peu plus de nouveautés. Mais voilà, le facteur numéro 1, ça va être les pneumatiques. Il faut voir comment on est capable de les optimiser, de les utiliser, que ce soit dans des conditions fraîches, dans des conditions chaudes, de nuit, de jour, sous la pluie. Enfin voilà, il y a quand même plein de choses qui vont être un petit peu nouvelles. Et donc il va falloir voir sur
sur toute la saison, en fonction des tracés, on va se retrouver, comment ça se comporte. Bon, puis vous avez 2 nouveaux dans l'équipe cette année avec Nick Cassidy et Théo Porcher. Alors Théo était déjà là l'année dernière, mais c'est la première saison en tant que titulaire. Ouais. Toi, en tant qu'un peu de capitaine de route, comment tu les encadres, comment tu les aides à s'intégrer dans... Alors, Nick, il est sur la 93, donc lui, je l'aide pas du tout à s'intégrer. Il se débrouille parce que c'est la baston entre la 93. Non, Nick, je le connais un petit peu du Japon en fait. Enfin, il a roulé au Japon un petit peu après moi, mais du coup, on se connaît via le Japon. Vous avez changé les bonnes adresses de Tokyo, par exemple? Ouais, ça c'est moi qui lui donnais les bonnes adresses parce qu'il est arrivé après. Mais voilà, on se connaît un petit peu et je connais son palmarès, son travail, donc un excellent pilote. Théo, lui, en effet, il a quand même fait la dernière course avec nous. Bon, il était déjà là au niveau du développement et tout, mais il a fait la dernière course avec nous l'année dernière à Bahreïn, avec l'équipage qu'on va avoir cette année avec Malteux. Donc, on a pu commencer déjà à travailler ensemble. Ça s'est très, très bien passé. Donc, mais c'est sûr que voilà, là, c'est une saison complète. Il va falloir apprendre à vivre ensemble, à construire, à structurer ensemble pour essayer d'optimiser notre package et nos performances individuelles aussi, en travaillant tous les trois de façon assez proche. Justement, est-ce que tu as un rôle un peu de grand frère auprès de Malteux et de Théo? Je ne sais pas si de grand frère, mais c'est sûr que voilà, je suis dans le programme et au sein de l'équipe depuis le début, ce qui n'est pas forcément le cas des autres pilotes. Je suis un des pilotes qui a le plus d'expérience, en tout cas de l'endurance. Donc, j'ai un rôle particulier qui est le mien. Je dirais que je les accompagne au maximum. J'ai été le plus jeune quand j'étais chez Audi avec Tom Christensen et Alan McNish comme équipiers. Je sais ce qu'ils m'ont apporté. Voilà, j'essaie d'apporter les choses. Alors il y a eu une évolution de ce qu'on fait, mais j'essaie d'apporter certaines choses, une certaine stabilité, un confort aussi pour eux, parce que quand on est jeune et qu'on vient d'avoir les premiers contrats officiels avec un constructeur, et des fois, on peut se mettre une certaine pression, alors que voilà, il n'y a pas à en avoir. Ce sont 2 excellents pilotes qui sont, je suis sûr, promis à un grand avenir en endurance ou même en monoplace. Bon, pour finir, l'objectif, c'est de remporter cette première victoire avec la Nofix 8 cette année. Ouais. Bon, on en était vraiment pas loin l'année dernière. Je pense que s'il n'y avait pas eu ces aléas de course, on aurait pu avoir même un doublé potentiellement au Japon. Voilà, on a montré de bonnes choses. Je pense qu'au niveau opérationnel, on fait vraiment de belles choses avec l'équipe. On optimise pas mal le package qu'on a. Les pilotes font aussi du bon boulot. Il n'y a vraiment pas ou très très peu d'erreurs. Donc voilà, les stratégies, on est plutôt bon aussi. Donc il faut continuer. Et puis je pense que ça va finir par venir. Merci Loïc. Bonne avec saison. plaisir. Merci beaucoup Valentin, on va maintenant parler de Formule 1 parce que ça reprend ce week-end. Et c'est donc le retour de la Formule 1, et qui dit retour de la Formule 1 dit retour de nos enjeux du week-end, et ça fait quand même extrêmement plaisir, bien sûr, et il y en a, Dieu sait qu'il y en a des enjeux quasiment ce week-end, partout, oui. De toute façon, voilà, comme c'est un tout nouveau règlement, une toute nouvelle saison, tout est un enjeu, bien évidemment, mais Cyprien, on peut commencer aussi par ces fameux taux de compression dont on vous parle depuis 17 semaines à peu près dans l'émission désormais. On a maintenant, voilà, une idée claire de ce qui va se passer, donc on sait que tous les moteurs Mercedes seront légaux à Melbourne, ça c'est déjà une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors évidemment, il y avait une possibilité de voir les moteurs Mercedes être jugés illégaux, mais c'était évidemment très très faible, et puis personne ne voulait ça, ni les rivaux, ni la FIA pour l'image de la F1, donc il n'y avait pas trop de sujets là-dessus, mais ce qu'on sait en revanche maintenant, c'est que le moteur Mercedes va être légal en tant que tel, avec son taux de compression jusqu'au 1er juin, puisqu'il a donc été voté à l'unanimité par les constructeurs d'ailleurs, que à partir du 1er juin, le taux de compression sera mesuré à chaud et à froid. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Mercedes a eu gain de cause et les constructeurs, enfin les autres motoristes plutôt, pas tant, puisque eux, ils demandaient uniquement un contrôle à chaud. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un taux de compression sur un moteur, normalement, il descend à chaud par rapport à son taux à froid. Donc en fait, ça pouvait permettre à tout le monde, au lieu de se mettre à 16,1, qui est la limite autorisée aujourd'hui à froid, de le monter pour qu'à chaud, il descende à 16,1. Voilà. En fait, aujourd'hui, ils seront peut-être à 15,2, 15,3. Voilà, c'est un peu ce qui était anticipé par tous. Donc, c'est pour ça qu'ils demandaient uniquement un contrôle à chaud. Donc, au final, le contrôle à chaud uniquement, ce sera pour 2027. Alors, il faut bien suivre. Donc, 1er juin 2026, contrôle à froid et à chaud. Et 2027, contrôle à chaud. Donc, en fait, c'est un compromis qui a finalement satisfait tout le monde, puisque ce contrôle à chaud était demandé par les autres. Ils se disent, à mon avis, on a une année à passer comme ça, et puis après, ça remet finalement tout le monde sur un pied d'égalité. Et d'ici là, Mercedes va pouvoir profiter de son moteur et nous montrer si vraiment ça leur donne un avantage. Alors aussi, on l'avait dit dans les émissions précédentes, et on l'a dit dans le magazine aussi, l'avantage, il est estimé à 2-3 dixièmes au tour. C'est
conséquent, mais c'est pas énorme non plus, surtout que évidemment qu'il n'y a pas que le moteur, il y a aussi toute l'aéro, donc par exemple l'aileron de Ferrari, les choses comme ça, apportent aussi des dixièmes aux autres. Donc ça va peut-être s'équilibrer, mais je pense que là on s'entend quand même avoir Mercedes devant. Donc voilà, moi mon petit prono du week-end, c'est Pole de George Russell et victoire de George Russell ce week-end. Mathieu, on va se mouiller maintenant, on y est, au point on en est. Oui, ça va être, à mon avis, un petit peu plus serré que ce qu'on imagine. Parce que, comme tu le dis, il n'y a pas que le moteur. Je pense qu'effectivement, on aura, à mon avis, bien un trio de tête entre Mercedes, Ferrari et peut-être McLaren s'ils arrivent à régler leur problème de poids, notamment, qui est justement un problème qui a été notifié jusqu'à maintenant. Oui, forcément, je vais me ranger dans le camp de la logique et je vais dire Mercedes, mais je pense que Ferrari ne va pas être si loin que ça et peut être surprenant, notamment en course. Parce que, encore une fois, je répète, en termes de rythme de course, ils ont été impressionnants. Et il peut y avoir à mon avis, une belle bataille, déjà. Moi, je me mouille directement. Ce sera la pole de George Russell, la victoire de Charles Leclerc. Voilà, vous l'aurez noté ici en premier. C'est bon, débrouillez-vous avec ça. Mais du coup, il s'est pas encore mouillé, Mathieu, vous voyez. Ah, tu veux que je te dise des noms? Ah bah oui, tu nous fais une réponse de Normand, là, c'est bien D'accord. gentil. Mais non. Mathieu est un politicien dans la Mais vie. c'est ça. Et dans ce cas-là, je te dis victoire d'Anthony, et comme ça on rigole. Les Paul de qui? Paul de qui? Paul de. Bon, tiens, Paul de Russell, allons-y. Ah, c'est un C'est week-end c'est 100% plus drôle. Mercedes. Voilà. Au moins, on a un consensus sur le poleman déjà. Ça, c'est sûr. C'est déjà assez bon. Non, mais ce qui va être marrant pour compléter ce sujet, c'est que on a une hiérarchie aujourd'hui qui est définie plus ou moins, si on vous l'a dit la semaine dernière, mais qui est définie aussi par rapport aux spécificités du circuit de Bahreïn, qui est très différent de celui de Melbourne. Donc, on va avoir, ça, il n'y a aucun doute, les 4 top teams devant. L'ordre va certainement varier par rapport à Bahreïn. Donc, potentiellement, Mercedes va peut-être pas avoir un avantage si grand. Et peut-être que Ferrari, et puis peut-être qu'on va avoir un doublé McLaren. Et peut-être qu'on aura une victoire de Verstappen devant Hadjar aussi. C'est très dur à dire. C'est pas vrai. Et c'est ça qui rend d'ailleurs ce week-end particulièrement excitant. C'est que, comme tu l'as dit en intro, il y a tellement d'enjeux. En fait, il y a des nouvelles équipes, il y a un nouveau pilote, il y a des changements de pilote dans les équipes, il y a évidemment ce nouveau règlement. Mais en fait, il y a tellement de choses à suivre que j'ai juste envie de se mettre devant la télé et de regarder. Quoi. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire, on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler. Et Gasly le disait, Pierre Gasly le disait, s'il y a bien un conseil qu'il peut nous donner, c'est justement d'être devant ce départ-là, parce que justement, on ne sait tellement pas à quoi s'attendre, qu'il va y avoir de l'attente, évidemment, et il va surtout y avoir de l'étonnement potentiel. Parce que... Ah bah 5h du matin, quand ils vont soudainement faire... ça va être de l'étonnement. Là, je peux vous le garantir. Moi, je vais me mouiller. Tiens, parce que voilà, on continue. Aston Martin ne gagnera pas le Grand Prix. D'accord. Ah ouais. Voilà, je pose là comme ça, c'est... Voilà, vous pouvez l'emmener Alors, à la banque, celui-là. je relance. Aston Martin ne terminera pas le Grand Prix. Même pas une des deux. Mais je pense qu'on peut avoir, alors pour le coup, si on en est à se mouiller comme ça, je pense qu'on peut avoir encore une fois facile 4, 5, voire 6 abandons à Melbourne. Oh oui. Histoire, Abandon uniquement mécanique. Pour des raisons différentes de celles de l'année passée. histoire que vous compreniez, évidemment, on rappelle ici, Fernando Alonso est une religion pour ma personne. Est-ce qu'il verra le 33e tour? Parce que la 33e victoire, j'ai fait le deuil, ça y a pas de souci. Tour, je suis pas sûr. C'est pas sûr. Non, en fait, ce qui est un peu inquiétant, mais pareil, on l'a dit la semaine dernière, on va le répéter pour ceux qui éventuellement n'ont pas vu l'émission. Aston Martin, aujourd'hui à Bahreïn, ils ont quand même pas réussi à faire des très longs relais. Donc, ils n'ont pas réussi à couvrir la distance d'un week-end de Grand Prix à la suite. Enfin, d'un Grand Prix, pardon, à la suite. Donc, c'est quand même préoccupant. Alors, évidemment, il y aura 3 semaines entre Bahreïn et Melbourne, donc ça laisse un peu de temps pour travailler. Pas tant, quand même, parce qu'il faut aussi se dire que les voitures et tout était déjà dans le fret, direction l'Australie. Donc, ils vont pas révolutionner la roue, en fait, d'ici Melbourne. Et c'est pour ça qu'à mon avis, voir les deux à l'arrivée, déjà, c'est pour moi presque impossible. En tout cas, très compliqué, très ambitieux. Et si on en a une des deux, je trouve que c'est déjà bien. Et à mon avis, ce sera très loin. Et au-delà même de la hiérarchie, je me permets de dézoomer un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'il y ait des enjeux un petit peu partout. Ce qui va m'intéresser en premier lieu, paradoxalement, indépendamment du résultat brut, ça va être quel pilote est devant quel coéquipier, vous voyez ce que je veux dire, au sein des équipes. Par exemple, je suis très curieux de voir l'espèce de hiérarchie qu'il pourrait avoir entre Verstappen et Hadjar. Évidemment, on s'attend à avoir Verstappen devant, mais si Verstappen est devant, de combien? Est-ce que c'est vraiment une claque ou pas? On se rappelle que Isaac Hadjar n'a pas pris le départ du Grand Prix d'Australie l'année dernière, donc ça va être aussi une découverte pour lui. Donc je serais curieux de savoir si,
par exemple, si Adjar n'est pas ridicule, bah honnêtement, on peut vraiment avoir une saison intéressante et une marge de progression de sa part sympa. Forcément, on va avoir un duel aussi Leclerc-Hamilton qui va être sympa à regarder dans la mesure où c'est lui qui Ferrari va m'intéresse être le plus. particulièrement attendu. Donc forcément, voilà, bon, on a des déséquilibres dans certaines écuries, mais par exemple, voilà, le Leclerc-Hamilton, moi je l'attends avec attention. Et puis il y a aussi, bien sûr, d'autres équipes dans lesquelles c'est moins évident. Par exemple, Esteban Ocon, forcément, joue gros aussi. Donc voilà, si par exemple il est devant Biermann dès la première course, ça peut être très sympa. Donc voilà, je vais porter une attention particulière à ça, la hiérarchie interne entre les équipes. Ouais, surtout que ça va conditionner beaucoup de choses. On sait aussi que ça va être une année décisive sur le marché des pilotes. Il y a beaucoup de pilotes qui sont en fin de contrat fin 2026. Il y a des jeunes pilotes qui jouent leur place. On pense à Liam Lawson, on pense à Franco Colapinto, qui ont besoin de prouver. Oliver Behrman, par exemple, tu parles d'Esteban Ocon, il a besoin de continuer à s'imposer finalement devant Esteban Ocon pour espérer aller chez Ferrari. Peut-être dès 2027 si Hamilton part, ou en tout cas peut-être plus tard, mais à rester une option, surtout qu'il y a Rafael Camara qui arrive derrière en F2. Donc en fait tout va être intéressant, mais moi au-delà de ces duels qui évidemment c'est l'essence même d'un début de saison, c'est qu'il y a voilà, des duels entre coéquipiers, des équipes à suivre, etc. Mais il y a aussi ce nouveau règlement, et moi je vais être particulièrement attentif à ça, par exemple sur les départs. J'espère qu'on va pas avoir un départ complètement ridicule. Ça m'embêterait de voir des calages sur la grille. Ça m'embêterait de voir des voitures qui ont un vrai avantage énorme au départ. C'est-à-dire que très bien pour Ferrari si leur avantage est à ce point important au départ, mais s'il y a tous les grands prix, on a tous les moteurs Ferrari qui sont aux 4 premières places au premier virage. Ouais, mais à l'époque, tu avais les moteurs Renault qui avaient leur système de départ qui était formidable et qui permettait de gagner à chaque fois 3-4 places. Donc, non, mais ils ont mieux fait leur places, c'est travail. une chose. Mais après, c'est plutôt que pour le spectacle, je trouve que c'est. Oui, alors s'ils ont mieux fait leur travail, en effet, on ne peut pas leur enlever. De toute façon, l'avantage qu'ils ont n'est pas énorme. Donc, ce sera peut-être 2-3 places s'il faut, ce sera peut-être même moins. Mais. Je trouve qu'à la longue, ça va être lassant. Si on a toujours les 4 moteurs Ferrari devant, parce que je ne peux même pas les Cadillac. Mais bon, en fait, c'est surtout, au-delà de ça, c'est surtout sur la procédure de départ, le fait qu'il n'y ait pas de calage, que ce ne soit pas dangereux. Et puis après, la deuxième chose sur laquelle je vais être particulièrement attentif, en fait, il y en a 2 autres. C'est d'abord la capacité pour les voitures de se suivre, de se battre en piste aussi, de se dépasser, machin. Et la troisième chose, ça va être la gestion de l'énergie. Sur le circuit de Melbourne, on en a parlé, très peu de freinage, très compliqué de récupérer de l'énergie. Et donc tout ça, pour moi, c'est plus des sujets où j'ai plutôt des craintes en fait. J'espère vraiment que ça va pas être catastrophique, que les voitures vont pouvoir se dépasser, que la gestion de l'énergie, ça va pas devenir ridicule, avoir des pilotes obligés de rouler à 2 à l'heure, entre guillemets, pour récupérer de l'énergie, et qu'on aura des départs propres. Voilà, tout ce qu'on peut souhaiter. Ben voilà, c'est effectivement ce qu'on peut souhaiter pour ce Grand Prix, 5h du matin, dimanche, le départ de cette saison 2026 de Formule 1. Et avant qu'on regarde ce Grand Prix d'Australie à Melbourne, eh bien, tu as eu l'occasion, avant l'essai de Bahreïn, Cyprien, de t'entretenir avec Esteban Ocon, l'un de nos 3 pilotes français sur la grille. Tout à fait, on a eu l'occasion d'échanger. C'était juste avant que j'aille à Bahreïn pour la 2e salle d'essai. Voilà, une interview qui est d'ailleurs dans le guide F1, qui est toujours en kiosque, qui est parfait pour préparer cette saison. Là, il y a tout ce qu'il faut savoir dedans. Là, c'est parfait. Vraiment, là, oui. Si vous l'achetez après Melbourne, il est toujours très intéressant. C'est maintenant qu'il faut le dire. Mais moins, alors que maintenant, là, il est toujours la Bible. Et ça, c'est oui, surtout qu'il y a en effet une interview aussi de Pierre Gasly, d'Isaac Adjar, de Frédéric Vasseur. Exactement. On a aussi réuni nos 3 anciens pilotes de F1 français, Philippe Alliot, Olivier Panis et René Arnoux, pour une discussion autour de la F1 actuelle, une comparaison avec leurs époques respectives. Très intéressante d'ailleurs à discuter. Très intéressante. Voilà, donc je dis pas ça parce que c'est pas moi qui l'ai fait, je tiens à le préciser. Moi non plus. C'est notre collègue Gauthier, donc mais bravo à lui parce que l'interview est très sympa. Donc franchement, on peut que vous le conseiller. On est obligé aussi de faire notre petite promo interne, mais franchement, c'est normal. Et puis en plus, voilà, quand les choses sont bien, on les met en avant et on a bien raison de le faire. Et donc Cyprien, je te propose qu'on mette un petit extrait justement, même un long extrait de cette interview avec Esteban Ocon que vous retrouverez donc dans le guide F1 et aussi en intégralité sur notre chaîne YouTube. Ça ressemble un peu plus aux voitures de 2016, des voitures qui glissaient un petit peu plus dans les rapides, avec un peu un manque de traction, beaucoup de puissance. Donc c'est pas simple, mais écoute, je m'adapte à tout ce que je roule, et puis de toute façon c'est ce que je fais tout le temps. Quand je roule sur Simu, je roule une voiture de rallye, une voiture de GT, une Super Formule 1, une F1, enfin. Ce qui est important en tant que pilote, c'est d'être polyvalent et peu importe ce qu'on roule, voilà, il faut s'adapter, il faut réussir à l'amener au plus haut possible. On a Toyota qui a pris de l'ampleur dans l'équipe et qui nous aide voilà sur beaucoup de sujets. D'avoir un constructeur comme eux qui est potentiellement la plus grande marque du monde, c'est quelque chose de dingue.
Et c'est des gens qui sont passionnés et qui sont qui vivent sport auto, qui vivent voiture, qui jusqu'au patron de la marque. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a dans toutes les marques. Et ça, c'est cool. Donc non, je suis content de comment tout se présente. On est toujours l'équipe la plus petite officiellement, mais ça se ressent pas de l'intérieur. Je pense que le top 4 est bien en place avec la vitesse qu'ils ont montré jusqu'à maintenant. Mais encore une fois, c'est tôt et puis on va avoir, nous, des nouveaux packages. Il y a beaucoup de voitures qui vont avoir des choses nouvelles et des améliorations de perfo au global. Donc, c'est un peu tôt pour donner une hiérarchie. Maintenant, je pense que ça sera serré dans le midfield. J'espère qu'on arrivera à être au devant du midfield et pas à l'arrière. Pour l'instant, avec la perfo, je pense qu'on peut débloquer. Je suis optimiste. J'en parlais avec mon papa il n'y a pas très longtemps. En fait, j'ai rien compris en F1. C'est-à-dire que je suis pas du tout là où je veux être en termes de résultats. Moi, ce qui m'anime, c'est de gagner des courses, c'est de faire des podiums, c'est de se battre pour des pole positions. J'ai même pas une pole position, tu vois. C'est triste, en fait. C'est que j'ai jamais eu le matériel pour pouvoir me battre aux avant-postes encore. Et je me dis qu'en travaillant d'arrache-pied tout le temps, j'arriverai un jour à avoir cette voiture qui me donnera le potentiel d'aller chercher plus, quoi, d'aller chercher des top 5 à toutes les courses, des podiums, des victoires. Et ce rêve, je l'ai toujours. Et c'est ce qui m'anime tous les jours à bosser autant d'heures que je le fais, à monter dans la voiture, à tout donner, à prendre des risques à chaque fois, à être là, présent et à 100%. Il y a une phrase toute bête qui dit quand tu fais une compétition, tu viens pas pour participer, quoi. Tu vois. Et maintenant, c'est ce qu'on doit faire. On doit être là pour marquer des points et faire des top 10, c'est sûr, mais c'est pas ce qui me fait rêver, tu vois, de faire des top 10 et marquer des points. J'ai déjà fait ça, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est gagner et j'ai toujours voulu ça depuis tout jeune. Maintenant, avec le temps et avec toutes les années que j'ai fait en F1, et parce que je me suis toujours battu avec des voitures du midfield, on a l'impression que du coup, je suis plus là pour me battre aux avant-postes forcément, parce que ça fait 10 ans que j'y suis au milieu. Mais moi, dans le coin de ma tête, c'est toujours la victoire que je veux et c'est sûr qu'on l'aura pas cette année. On va pas se battre pour le championnat. Mais voilà, mon objectif, c'est d'un jour pouvoir me battre pour le championnat. Merci Cyprien, merci Esteban Ocon, et je passe la parole à Mathieu, qui lui va connaître un week-end. Voilà. Il va connaître un week-end. Je pense qu'on peut même s'arrêter là. Il y aura un week-end pour Mathieu. Pour les plus courageux d'entre vous qui nous regardez, justement, le Grand Prix est à 5h, mais quelque part, le Grand Prix à 5h sera la fin de journée. Parce que, voilà, vers 23h, 23h30, on aura la F3. Vers 2-3h du matin, on aura la F2. Donc, encore une fois, vous avez le programme complet et les horaires précis sur le site autohebdo.fr. Mais, bien entendu, on sera là. Je serai là, du moins, c'est sûr, mais... Je crois que tu m'accompagnes sur les essais notamment, etc. Donc voilà, en l'occurrence, on sera là pour l'intégralité du week-end, en F2, en F3. En F3, on a en l'occurrence 3 Français aussi, Alessandro Giusti, Enzo Dellini et Théophile Nael. Théophile Nael qui avait fait déjà le podium avec VAR l'an passé à Melbourne. Donc on attend évidemment une performance de nos 3 Français. Nos 3 Français qui sont également dans le guide F1. Formidable. C'est vrai que vous avez effectivement l'équipe de nuit qui est là pour ce week-end de Melbourne. Mais rassurez-vous, je tiens à le dire, je les accompagnerai samedi soir. C'est vrai. Puisque l'IndyCar se terminera vers 23h30. Donc voilà, je ferai en quelque sorte le passage de témoin pour cette journée. Et justement, en parlant d'IndyCar, on va en parler en quelques instants avec les résultats de ce week-end. Vous n'imaginez pas ma joie de vous dire que l'IndyCar a repris. Ça y est, ça ne faisait que 6 mois, finalement, que la saison d'IndyCar s'était terminée. Après, ta joie s'arrête au moment de dire que ça a repris. Parce que parler de la course... un peu plus compliqué. Oui, parce qu'en 6 mois, les choses ont quand même beaucoup changé, puisqu'on avait quitté l'IndyCar. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, on avait quitté l'IndyCar sur Alex Palou domine, remporte quasiment toutes les courses. Ouais. Et là, du coup, ça a complètement changé, puisque c'est. Qui a gagné la course déjà, Michael ? Alex Palou qui s'impose dans les rues de St. Petersburg en Floride. Et sachez que. En soi, c'est déjà pas étonnant vu son parcours, évidemment, et ils ont discuté, la télévision américaine a discuté avec son chef mécanicien avant la course, et ils ont fait une petite fête pour célébrer quand même 8 victoires dans une saison, le titre, les 500 bases Indianapolis, c'est pas mal. Et globalement, il a dit oui, on a célébré les 8 victoires, mais on a surtout parlé
et pensez aux 9 courses que nous n'avons pas gagnées en dernier. À un moment donné, quand vous avez cet état d'esprit-là, bon bah écoutez, on va tout de suite lui donner toutes les victoires. Alex Palou, qui s'est imposé à la Palou, hein, de toute façon, il a géré dans son premier relais, il est resté en embuscade derrière Ericsson et McLaughlin, il a fait un overcut, et ensuite il a pris 15 secondes d'avance en 18 tours à peu près, voilà, c'était du Alex Palou dans le texte. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, à part chapeau? Parce que franchement, c'est juste qu'il fait un travail exceptionnel avec son équipe. J'en ai parlé d'ailleurs hier avec Romain Grosjean, qui dit Ganassi, ils font des choses, on ne comprend pas ce qu'ils font avec leur voiture, mais juste bravo, parce que c'est une formidable organisation. Et comme il l'a très bien dit, si on regarde les 25 dernières années de l'IndyCar, si on n'est pas chez Ganassi ou chez Penske, gagner un titre, c'est très compliqué. Et on pourrait même dire si on n'est pas chez Ganassi, parce que Penske n'a pas gagné beaucoup de titres finalement, comparé à l'équipe de Chip Ganassi. Et donc voilà, Palou s'impose. Même chez Ganassi, il y a quand même lui et les autres aussi. Donc, si Scott Dixon ne se fait pas dépasser par son écrou de roue, il joue le top 5. Hein. Oui, derrière, c'est un peu dangereux comme scène. Ça arrive en Formule 1 aussi, des fois on perd des roues, hein, c'est pas... Oui, non, mais ça aurait pu... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être plus dangereux, oui, bien sûr. Et être terrible même. Oui, une roue qui se balade, on sait que c'est jamais très agréable à voir. Oui, mais heureusement, l'aéroscreen est là précisément pour ce cas de figure, donc espérons qu'il aurait pu être efficace. Mais bon, on n'a pas eu besoin finalement, parce que Dixon est allé se garer en bout de ligne droite avec son pneu qu'il a dépassé, donc l'image était finalement plus cocasse presque comique. Que dramatique, et même Kiffin Simpson n'a pas fait un week-end très, très mauvais, donc non, encore une fois Ganassi est au-dessus du lot. Penske il revient bien, hein, Scott McLaughlin il termine 2e, Christian Lundgaard 3e pour McLaren, donc on retrouve un peu les mêmes dynamiques que ce qu'on avait l'an dernier. Puis messieurs, le retour de Romain Grosjean, je vais vous lancer là-dessus. Et quel retour de 6e en qualif, 8e en course. C'est fort. C'est vraiment propre. Ouais. C'est vraiment propre. C'est surtout le rythme, en l'occurrence, le fait de reprendre tout de suite. Quoi. Il était annoncé il y a vraiment pas si longtemps. Il fait les tests il y a pas longtemps non plus, et tout de suite il est performant en course. Donc ouais, c'est annonciateur de bon. Même si encore une fois, c'est pas les victoires qui vont être visées tout de suite forcément. Non, mais d'ailleurs, il a en plus tout de suite dit qu'il a retrouvé vite ses sensations de 2021. Donc c'est assez marrant de voir qu'en effet, ça se perd pas. Quoi. C'est comme le vélo. Et il est dans la même équipe en 2021, on rappelle. Hein. En plus, revient dans cette équipe-là. Et il faut aussi saluer son coéquipier Denis Sauger qui fait quand même 3e en qualif, en rookie, qui a gagné l'Indy Next l'an dernier. Et top 10 en course. Et top 10 en course. Pour un rookie, c'est vraiment pas mal. Il se fait avoir à l'expérience, de toute façon, parce que la stratégie en fait était très biaisée vers les pneus tendres. Il valait mieux commencer en tendre et finir en tendre et faire le relais du milieu en dur. Auger lui a fait tendre, dur, donc forcément fin de course un petit peu moins rapide, mais 10e, il n'a pas fait une erreur du week-end. Franchement, il a été exceptionnel. On a vu des rookies pour qui ça a été plus compliqué. Hein. Ouais, on a vu. Alors, moi je ne sais pas pourquoi, à un moment, on a vu Caio Colette en lutte très âpre avec, je crois, Nolan Siegel pour la 18e place. Oui. Très bien, c'est sympa, mais bon, on les a vus pendant 2 tours, j'ai pas trop compris pourquoi. Et puis on a vu Mick Schumacher, malheureusement, qui a terminé sa course au bout de 4 virages, perché sur Santino Ferrucci. Lui qui s'était lancé de la 21e position. C'est un peu le risque en IndyCar quand tu pars en fond de peloton, et il s'est retrouvé littéralement à l'extérieur de 2 personnes qui ont frayé trop tard. Donc à un moment donné, ça ne pouvait pas passer plus que ça. Ouais, surtout que le 4e virage à Saint-Pete, il y a souvent ce genre d'accrochage en plus. C'est ça, donc c'était pas gagné. Mais voilà, globalement, bon, Mick Schumacher qui n'était pas déçu de son week-end, c'est un week-end d'apprentissage. Il fait 21e en qualif, devant Joseph Newgarden. Par exemple, double champion IndyCar, mais Joseph Newgarden, lui, il est remonté en course, malheureusement, alors que Schumacher n'a pas pu montrer. Moi, j'ai un peu peur pour lui, sachant qu'en plus, on va sur un ovale dès samedi. Pas sûr non plus qu'il puisse tout de suite se mettre en avant, donc... Après, il a déjà testé sur ovale, pour le coup. Oui, oui, tout le monde a fait de toute façon les tests à Phoenix récemment, mais ça reste un truc particulier. Même Romain Grosjean, qui lui a fait maintenant plusieurs fois des courses sur ovale, il nous l'a dit, il est très content d'avoir Bill Pappas, Michael Cannon, tous ces Mitch Davis qui sont ses ingénieurs, qui ont une expérience gigantesque, et il a dit parce que finalement, il a jamais appris à piloter sur un ovale. Romain Grosjean, même s'il était chez Andretti et tout, il a pas vraiment eu cet apprentissage précis, et donc voilà, rouler tout seul c'est une chose, après comprendre la gestion en paquet c'est quelque chose que Mick Schumacher va devoir apprendre, donc on va voir ce que ça va donner pour lui dès ce week-end. En tout cas, on commence avec les fondamentaux. Alex Palou remporte une course d'IndyCar, et rassurez-vous, continuons avec les fondamentaux. Mathieu sera ravi d'apprendre que Michael Jordan a remporté la course de NASCAR de ce week-end. Bah, tu vas nous parler de NBA, c'est sympa. Voilà, ça fait plaisir. Le three-peat de Michael Jordan. Voilà. Ouais, alors que les Spurs de San Antonio ont fini par perdre. C'est une série de victoires, mais pendant ce temps, Michael Jordan gagne. Donc pour l'instant, la perte de Michael Jordan est intéressante, en tout cas au même niveau que celle de Wemby, on t'en parlait début de saison. Moi, je rappelle que Michael Jordan est quand même signé 2 triplés de suite avec 3 titres consécutifs et une période de baseball entre les deux. Bah là, il remporte 3 courses consécutives avec Tyler Reddick, qui a gagné la course ce week-end au Circuit des Amériques. Première fois de l'histoire de la NASCAR qu'un pilote gagne 3 courses pour les 3 premières manches de la saison.
C'est quand même pas rien. C'est un triple-triple, comme on dit en basket. Exactement, c'est un triple-triple, c'est des trucs, là je pense que là nos amis fans de statistiques basket vont être subjugués, mais donc voilà, encore une victoire de Michael Jordan. Excusez-moi, moi je vais commencer à penser que l'accord secret, enfin l'accord qui a été trouvé entre la NASCAR et Michael Jordan et son équipe pour arrêter le procès, c'est qu'il gagne toutes les courses, parce que là ça va être très compliqué. C'est vrai que franchement, pour un championnat comme la NASCAR, où c'est quand même toujours hyper serré, c'est étonnant de voir ça, mais... de voir un pilote gagner 3 courses, je veux dire, hein. Pas rien à voir avec le procès évidemment. Bien sûr. Mais c'est fort. Il a battu Shane Van Gisbergen, qui est resté sur 5 victoires de suite sur les routiers, qui est l'homme, le meilleur pilote de l'histoire de la NASCAR sur ces circuits-là. Il l'a battu de manière propre, à la régulière. Ils se sont retrouvés à 20 tours de la fin, côte à côte sur la première ligne, où il start, machin, et il a gagné avec presque 2 secondes d'avance. Tyler Reddick qu'il n'avait pas gagné une course en 2025, il en claque 3 dès les 3 premières de l'année. Franchement, respect. On peut dire que ça. Et c'est d'ailleurs ce que dit globalement Michael Jordan. Hein. Il est maintenant... vous savez, Michael Jordan, il est très... c'est quelqu'un qui, comme disent les Américains, game recognizes game. Hein. Donc quand il voit quelqu'un qui fait des choses exceptionnelles, il n'hésite pas à le dire. Et là, franchement, il trouve que Tyler Reddick fait de l'excellent boulot. On salue aussi Bubba Wallace, qui est toujours deuxième du championnat. Hein. Tout à fait. 23-11 continue d'être premier et deuxième. Donc pour l'instant, ça marche très bien pour eux. C'était surtout très américain ce week-end, mais vous avez compris, donc avec les catégories de Mathieu, avec plein de choses qui vont également la semaine prochaine, ça va arriver. Voilà, là ça va être pas mal les résultats du week-end. Merci Mathieu, merci Cyprien d'avoir été là, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez trouver le numéro d'Auto Hebdo à partir de 20h en version numérique et ce mercredi en kiosque, avec notamment un petit peu de Romain Grosjean dedans, bien sûr, et surtout le Guide WEC, parce que ça c'est quand même l'un des gros morceaux aussi de la saison, le Guide WEC que vous pouvez donc découvrir dès cette semaine dans Auto Hebdo. Nous on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.